Les auteurs s'installent. Voilà nos 15 auteurs. Parce qu'on s'est dit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les enfants qui aient des épreuves à passer. Alors, on va faire passer des épreuves aux auteurs. On va les faire parler de leur métier. Et tous les auteurs n'aiment pas parler de leur métier. Ils s'expriment plus par l'écrit que par l'oral. Ils vont quand même prendre des micros et ils vont venir vous parler d'eux, vous parler de leur inspiration et de leur métier. Je vais demander d'abord de s'approcher à Anne Loyer, Vincent Cuvelier et Sophie Grenaud. Allez-y, mettez-vous en avant-scène. Alors, on va commencer par Anne Loyer. Vous êtes autrice. Que représente pour vous la lecture à voix haute ? Alors, pour moi, elle est très importante parce que déjà, je lis tous mes textes à voix haute. Comme Flaubert. Ah, comme Flaubert, je ne sais pas, peut-être pas aussi bien, mais j'essaye. Et en tout cas, je les lis à mes enfants, la plupart du temps, ou aussi à mon ordinateur, qui est beaucoup moins réceptif, ça c'est sûr. Et puis, la lecture à voix haute, en fait, c'est faire passer des sentiments, faire passer des émotions, faire passer de la compréhension, du sens. Donc, quand c'est une voix, en fait, qui vient se poser sur la voix de l'écriture, ça amplifie tout ça. Et ça offre finalement un nouvel imaginaire. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je l'imagine, cette lecture à voix haute. Vincent, pour vous, la lecture à voix haute, est-ce que c'est une étape importante, décisive, parfois rédhibitoire de votre travail d'écriture ? C'est une épreuve ? Non, moi je pense beaucoup quand j'écris à la personne qui lit, mais c'est-à-dire par exemple aux parents, qui va lire aux gamins, et quand j'écris, j'essaye même de mettre des blagues, des clins d'œil, c'est-à-dire il n'y a que moi qui le sais, mais au moment de la lecture, quand l'adulte par exemple va lire mon texte, il y a des petites blagues qui sont glissées pour que le gamin fasse « non, c'est pas vrai », et que le parent, il vient de sortir une énormité. C'est presque un spectacle. Mais c'est pas vraiment lui qui a écrit l'énormité, c'est moi en fait. Je fais un peu des blagues aux parents et aux enfants quand j'écris, j'essaye de glisser des trucs. Alors Sophie, quand on entend son texte lu à voix haute, par un lecteur, une lectrice, un enfant, sur la scène de la Comédie Française, qu'est-ce que l'on ressent ? C'est magique. Déjà, de te les entendre tous, c'est magique d'être embarqué dans une histoire en quelques secondes. Magique d'entendre son propre texte parce que l'agent, il a lu le début de Diego M. Julie et clairement, c'est un texte que je connais vraiment bien. Et là, il a réussi à m'emmener dans l'histoire, me sortir de mon écriture pour m'emmener dans l'histoire. Je trouve ça très fort. Et il a beaucoup de nuances aussi et de subtilité dans les dialogues et les personnages. Et même, j'étais impressionnée parce qu'il y a des moments où c'est comme dans ma tête, en fait, la manière dont il a donné ce texte. Et ça, je trouve que c'est un très beau cadeau pour moi, mais je trouve que ça montre aussi toute la magie et la force de la lecture à voix haute, de vraiment rendre vivant et puis d'être ensemble. C'est pas juste un texte, en fait, c'est un moment de vie qu'on partage entièrement, l'auteur et le ou les lecteurs. Et dites-moi, Julie, elle répond à la fin, Diego ? Je vais devoir le lire alors. Merci beaucoup à tous les trois. Vous allez passer les micros à Thibaut Bérard, Alice Fagard et Emmanuel Ray. Alors, on a composé ce trio parce que ce que vous avez en commun, c'est d'être quand même au cœur des sujets de société, d'avoir puisé votre inspiration dans les sujets de société. Qui veut commencer ? Thibaut, est-ce que vous êtes à l'écoute de la société actuelle ? Est-ce que vous lisez les journaux pour trouver des idées de textes ? Pas du tout. C'est très bien. Vraiment pas du tout. Non, et en fait, au départ, moi, je voulais pas vraiment parler de la réalité dans ce roman. Je voulais pas proposer un roman lesté de réalité. Donc je voulais une histoire de sorcière, de chats qui parlent, d'inventions magiques, de limaces apprivoisées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la réalité m'a rattrapé. Parce que j'ai mis en place un petit dispositif dans l'écriture, un narrateur qui est toujours présent. D'ailleurs, vous l'avez entendu quand Robin a magnifiquement lu mon texte. C'est un narrateur qui est complice des enfants et qui vient leur dire des choses de temps en temps. Et ce narrateur, lui, il a eu envie de leur poser des questions. Et donc, il s'est retrouvé, enfin c'est moi, mais c'est un peu schizophrène, mais il s'est retrouvé à leur parler de mixité sociale, de harcèlement scolaire, de plein de petites choses comme ça, mais qui sont venues autour du récit, comme des orties qui auraient poussé autour du jardin. Voilà. Alice, est-ce que pour vous, la société actuelle, ce qu'on voit dans les enfants à qui se destinent les livres, leur vie de tous les jours, leurs problèmes, ça vous inspire? Est-ce que vous vous dites, il faut que j'entre en résonance avec mon temps et avec les enfants de mon temps? Il faut que ça puisse parler aux enfants, bien sûr. Après, je ne sais pas si... Certainement, on parle de choses qui nous tiennent à cœur. Donc moi,
effectivement, je parle beaucoup de normes corporelles parce que je pense qu'au collège et à l'école déjà avant, c'est un sujet qui agite beaucoup les enfants et qui fait souffrir beaucoup les enfants. Troubler, oui, les faire Voilà. souffrir. Mais bon, je pense que la chose principale, c'est d'essayer de... Parce que ce que j'essaye de faire, c'est d'amener les enfants à avoir un recul critique par rapport à tous les contenus qu'ils peuvent trouver, qu'ils peuvent lire, qu'ils peuvent entendre. Et du coup, d'essayer de traiter ces sujets sur le mode du dialogue et de la rencontre plus que sur le mode d'un message qu'on voudrait transmettre tout fait parce que ce serait trop simple. Mais c'est quand même une bataille de l'écrit contre tout ce qui leur arrive par les écrans, par leur environnement. De l'écrit et de l'imaginaire. De l'imaginaire. Emmanuel, et pour vous, la vraie vie rentre dans vos phrases, rentre dans vos mots ? Oui, mais j'essaie un petit peu d'en faire autre chose. Par exemple, dans Marguerite qu'a lu Adrien, c'est l'histoire d'une vieille dame qui met au point une évasion un peu rocambolesque avec les autres résidents d'un EHPAD et 2 enfants. Donc les enfants, quand ils lisent ce livre, pour eux, c'est d'abord une histoire d'aventure et une histoire drôle qui les fait beaucoup rire. Mais il n'empêche que quand je fais des interventions dans les classes, immanquablement, ils vont me demander et pourquoi ces enfants ne viennent pas plus la voir, et pourquoi elle n'a pas pu garder son chat, et pourquoi elle ne peut pas retourner chez elle puisqu'elle en a envie, pourquoi personne ne l'écoute. Donc en fait, ce n'est pas la peine, un peu comme on dit mes camarades, d'appuyer vraiment sur ces sujets-là. Moi, je raconte une histoire, j'essaie de les amener quelque part, dans un imaginaire qui va les faire rêver, et en même temps, les enfants, mieux que nous, en fait, les petites injustices, ils vont les voir tout de suite. Madame Griotte, Madame Chèvrefeuille, l'intergénérationnel, ça a pris beaucoup de place maintenant. Dans la vie des enfants, c'est important. Les grands-parents, ils ont cette chance de les garder longtemps. Voilà. Oui, ils ont cette chance de les garder longtemps. Et si le livre, ça peut les faire rire, et aussi, du coup, en même temps, comme ils vont s'attacher à ces personnages-là, et personnages c'est des personnages très âgés, donc qui ont plus l'âge de leurs arrière-grands-parents à la limite, et qui finalement ont des réactions aussi assez enfantines et assez proches de celles des enfants. Du coup, le fait de s'attacher à eux, ça leur permet aussi d'avoir un autre regard sur ce que peuvent vivre des personnes qui sont très éloignées d'eux en âge. Et qui peut-être leur lisent les livres quand ils peuvent à voix haute. Merci beaucoup à tous les trois. Maintenant, en avant-scène vont venir Anne et Isabelle. Anne qui a écrit donc Togo, chien de traîneau, et Isabelle. Là, c'est parce que l'histoire aussi, l'histoire personnelle ou l'histoire historique, vous a nourri. Je commence par Anne. Dans Togo, chien de traîneau, on est en 1925, on est en Alaska. Évidemment, j'ai pensé, moi, à Jack London. Et en même temps, en lisant le résumé, je me suis dit non, c'est totalement autre chose. On n'est pas du tout dans la reconstitution historique, le témoignage, on est sur un imaginaire qui s'invite dans une époque. Votre dimension d'historienne, vous devez la combattre pour faire de la place pour l'imaginaire ? Disons que historienne, j'essaye de transmettre déjà ma passion de l'histoire à des jeunes lecteurs, alors bien sûr avec une mise en scène qui est adaptée à la jeunesse, et forcément j'essaye de mettre en lumière des personnages, des thèmes, des grandes idées de l'époque, et puis l'histoire de l'humanité de toute manière qui est très intéressante et très riche, et dans l'histoire de cette humanité, il y a aussi les animaux qui ont été des héros, qui ont réellement existé. Et donc, voilà un petit peu le but de cette collection qui est parue chez Casterman avec les animaux héros. Voilà. C'est une histoire d'épidémie. Oui. Ça vous est venu parce qu'il y a eu la Covid et qu'on a été plongé dans ce drame qu'on croyait des siècles anciens ? Non, pas du tout. En fait, j'écrivais, parce que j'écris aussi pour les adultes, mais du documentaire. Et en fait, j'ai travaillé il y a quelques années avec une équipe de chercheurs franco-russes qui ont essayé de retrouver le général Gudin, qui est un général de Napoléon et qui est mort à Smolensk, qui a été enterré sur place. Et ils ont voulu le retrouver, enfin, l'un d'eux particulièrement. Et donc, il y a eu toutes ces fouilles qui ont duré 5 ans. Et lorsqu'ils ont retrouvé le général Gudin, qui est rentré en France et qui est entré aux Invalides en 2020, il m'a demandé si j'acceptais, en tant qu'historienne, de raconter l'histoire du général Gudin et de toute cette épopée de recherche archéologique. Et donc, c'est en travaillant sur l'épopée napoléonienne que je suis tombée sur un général, sur ses mémoires, qui parlait de Lisette,
un cheval, qui s'est illustré lors de la bataille d'Eylau et qui a sauvé la vie de Napoléon, d'ailleurs, à un autre moment. Et je me suis dit, il y a des animaux héros auxquels on ne demande jamais rien, qu'on a entraînés dans les guerres, voilà. Et donc, j'ai commencé avec ce premier titre que j'ai proposé aux éditions Casterman, et je leur ai proposé de parler d'autres animaux ayant réellement existé et qui ont été des héros. C'est parti. L'histoire a tellement d'imagination, tellement d'imagination. Isabelle, alors vous, il faut que vous nous parliez de votre famille. Je vais vous laisser raconter parce que l'origine et le parcours, c'est assez incroyable. Mais cette famille, c'est ce qui vous a donné aussi la matière pour écrire. Bonjour à toutes et tous. Alors oui, ce livre, il est vraiment important pour moi parce qu'en fait, j'ai une double identité. En fait, j'ai une double vie. Parce que ici, en France, je m'appelle Isabelle, mais là-bas, en Colombie, je m'appelle Marina. Donc là, en fait, je suis une indigène, une Ambera Catio. Et en fait, ici, ça ne représente rien. Ce qui ne représente rien là-bas, c'est que je sois écrivain, parce que ma langue maternelle, elle est seulement orale. Donc quand je vais là-bas, j'apporte des photos et je commente aux enfants pour qu'ils puissent découvrir ma vie française. Donc le livre, Le Jaguar aux yeux d'or, là, mon idée, c'est que les enfants découvrent ma vie d'indienne en Amérique du Sud. Donc voilà pourquoi est-ce que je tiens tant à ce que ce livre soit diffusé. J'y ai mélangé de la fiction avec la réalité. Donc on va trouver ma mère, on va trouver mon frère. Il y a même la mine d'or que mon oncle a découverte. Et j'ai envie que les enfants découvrent une autre organisation sociale, d'autres croyances. On vit en communauté, on vit en pleine forêt, entouré d'animaux sauvages. Alors, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et pourtant, on est super heureux. Alors, je remercie Naïla d'avoir lu le livre, au petit champion de la lecture, parce que ça va permettre encore plus de faire découvrir l'histoire de mon peuple, les Ambera Catio. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, voilà, vous allez le faire découvrir. Merci à toutes les deux. Merci à toutes les deux. C'est maintenant Manon Fargeton et Joanne Elliott qui vont nous rejoindre pour un thème commun qui est ce qu'on appelle la fantasy ou la science-fiction. J'ai d'ailleurs toujours eu un peu de mal à distinguer tout cela, moi. Est-ce que vous arrivez à définir le genre fantasy ? On a beaucoup de mal, nous aussi. Mais... Oui. C'est ce qui fait son charme, d'ailleurs. Ouais, c'est effectivement science-fiction, on est dans le futur, hein. Voilà. Ça c'est plus simple. Et puis fantasy, il y a une autre réalité qui cohabite avec la nôtre, tout simplement, qui peut passer par de la magie, par un autre monde, par des fées. Alors on n'a plus du tout les mêmes codes, on n'a plus du tout les mêmes hiérarchies de valeurs, c'est une forme de liberté, la fantasy. C'est ce que vous cherchez, Manon, à faire passer à travers vos héroïnes, c'est éveiller chez les enfants l'envie de bousculer les règles de notre vie terrestre. Je pense que cette envie-là, elle est naturelle chez eux. Je pense que surtout, je vais les rejoindre sur un terrain qui est celui de la curiosité et de l'imagination et qui est leur terrain d'enfant, en fait, leur terrain quotidien. Et ça tombe bien parce que c'est un terrain avec lequel je suis familière aussi depuis l'enfance et que je n'ai jamais déserté. Donc c'est plutôt moi qui me décale pour aller les trouver là-dessus. Et c'est toujours une grande joie parce que ce territoire-là de l'imagination, il est sans limite et c'est toujours une grande joie de pouvoir les retrouver sur ce terrain-là commun. Mais on oppose souvent, tu en parlais je pense, mais on oppose souvent les littératures de l'imaginaire et les littératures du réel. C'est absurde en fait, ça n'a pas de sens d'opposer ces deux-là. Les littératures de l'imaginaire sont des littératures du réel. On parle de la même chose, c'est juste qu'on fait un petit pas de côté. Et on oppose aussi souvent la littérature pour les grands et la littérature pour les jeunes, et notamment la science-fiction. On se disait c'est réservé aux grands parce que souvent c'est sombre, c'est compliqué, il y a beaucoup d'univers à décrire. Est-ce qu'il y a une place pour la littérature jeunesse durable dans la science-fiction ? Plus que jamais, du moins je l'espère. Je vais rebondir. Récemment, un sondage IFOP a montré que 16% des jeunes pensent que la Terre est plate. On est à une époque où les sciences et les croyances, elles se mêlent de plus en plus. Donc, première bonne raison de lire le plus tôt possible de la science-fiction, c'est d'éviter un petit peu ce genre de pensée farfelue. Mais surtout, là, pour rebondir sur ce que disait ma collègue, la science-fiction,
même quand elle se projette dans des futurs un peu désenchantés, un petit peu cauchemardesques, elle fait que nous parler du monde d'aujourd'hui, du monde dans lequel on vit, des grands enjeux, des grands problèmes. L'intelligence artificielle qui entre dans nos vies, les désordres climatiques, les grands déséquilibres écologiques, etc. La science-fiction, depuis toujours, depuis des dizaines d'années, elle fait que nous parler de ça. Donc elle est d'autant plus fondamentale pour les plus jeunes lecteurs qui, très rapidement, vont prendre nos places, vont être un petit peu, je l'espère pour eux, aux manettes de la société. Ils ont besoin de se préparer maintenant, de préparer le futur, dès maintenant. Et donc, pour ça, il faut qu'ils lisent de la science-fiction. Donc j'aimerais demander, je sais qu'il y a des éditeurs jeunesse ici dans la salle, n'abandonnez pas la science-fiction jeunesse, comme ça peut être un peu le cas parfois, parce que les jeunes lecteurs, ils en ont besoin plus que jamais, je trouve. On a l'impression quand même que on ne peut pas lutter par l'imaginaire contre ce que l'image apporte, les écrans apportent. On peut lutter par les mots. On peut lutter par les mots, ça j'en suis intimement persuadé. Nombre des grands personnages qui ont changé à un moment le cours de l'histoire, je parle du cours de l'histoire récent, beaucoup avaient pour point commun d'avoir été des lecteurs de science-fiction. Voilà, donc je pense que, c'est indispensable, surtout aujourd'hui. Et quand on voit le nombre de héros de papier qui deviennent des héros de film, exactement. Bon, on se dit que ça va, on n'a pas tout perdu. Ils ont encore besoin de vous. Oui. Merci beaucoup à tous les deux, merci beaucoup.